Ravi de se retrouver aujourd'hui. Merci à nos participants autour de cette soirée, donc Spindle Innovation Night, le numéro 15. Et le thème aujourd'hui, c'est l'excellence opérationnelle dans la distribution. On reviendra plus en détail dessus. Juste pour que tout le monde ici soit bien au fait de pourquoi est-ce qu'on fait ça. C'est important. L'idée pour nous, c'est de créer et de faire vivre un écosystème autour de sujets qui sont innovants et sur lesquels on pense que c'est important qu'en tant que cabinet de conseil, on puisse apporter de l'expertise. C'est de rester au contact, de connaître les innovations qui ont lieu dans nos secteurs et notre métier, et puis de permettre de proposer donc, à nos clients des solutions innovantes. Hein, donc, c'est dans ces 3 axes qu'on essaie de travailler tout ça. Et aujourd'hui, on est à notre 15e événement. Et ces événements-là, on les choisit par rapport aux activités qu'on a l'habitude de mener, sur lesquelles on travaille. Et notamment, on a choisi 3 grands thèmes sur lesquels on s'est pas mal centré ces derniers temps. Tout ce qui est distribution et magasin, et ça en fait partie aujourd'hui. Des sujets aussi autour de la supply, sur lesquels on a eu pas mal d'événements. Et puis un 3e axe autour de tout ce qui est développement durable, hein, sur lequel on a mis un accent particulier ces derniers temps. Par rapport à ça, donc aujourd'hui, par rapport à nos savoir-faire, hein, on a un travail de reformulation de qu'est-ce qu'on fait chez Findle, sur quel pilier on se base. On est au croisement de la partie transformation retail, hein, qui est une grosse partie de notre activité et de laquelle on a démarré, et sur des sujets donc, de déclinaison de plan stratégique, d'excellence opérationnelle et d'optimisation des coûts. Et donc, sur ce croisement-là, on vous a fait une sélection de 3 acteurs innovants. Et donc, je vais laisser la main à Aurélien pour rentrer un peu plus dans le détail. Donc, merci beaucoup à Sophie pour cette introduction, de rendre aussi possible ces soirées. On voulait aussi vous remercier 3. Du coup, Jean-Charles pour Ubique, Geoffroy pour Timekeeper et Thomas pour les mails ce soir. Et merci aussi une fois de plus à Céline, qui est du coup votre hôte ce soir, qui est notre experte au sein du cabinet des sujets excellence opérationnelle. Donc, Céline, merci encore pour cette soirée. Je te repasse là. Merci. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis ravie d'animer cette table ronde autour de l'excellence opérationnelle. Alors, l'excellence opérationnelle, c'est un terme dont on parle beaucoup, parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu majeur dans la transformation des entreprises. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu dans le rétroviseur. Pendant longtemps, l'excellence opérationnelle, quand on se parlait d'excellence opérationnelle, en fait, ça voulait dire faire plus avec moins. C'était une approche qui était très rationnelle. En fait, ça signifiait gagner en efficacité, réduire les coûts, optimiser les organisations. Et globalement, il y a un secteur d'activité dans lequel on retrouvait majoritairement en fait, ce sujet d'excellence opérationnelle, c'était les industries, où la performance, elle était mesurée à travers la cadence et la productivité. Ce qui se passe aujourd'hui, alors les temps ont changé, les organisations sont devenues de plus en plus complexes, de plus en plus décentralisées, et fort heureusement aussi de plus en plus humaines. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les collaborateurs, et notamment ceux qui sont sur le terrain, ils ont besoin d'autonomie et ils ont besoin de sens et de clarté pour pouvoir en fait opérer, exécuter et mettre en œuvre. Et puis côté client, ça on le sait tous, un client aujourd'hui, il faut de plus en plus de réactivité, de fluidité, et puis il faut qu'on s'adresse à lui. Donc ce qui veut dire qu'en fait ces dimensions qui ont changé au fur et à mesure du temps font qu'aujourd'hui, la performance pour une entreprise, elle ne peut plus uniquement se mesurer à travers des process et des chiffres, elle se mesure aussi à travers la capacité d'une entreprise à donner du sens à l'action collective. Donc ça veut dire qu'en synthèse, globalement, quand on se parle d'excellence opérationnelle, on ne peut plus uniquement mesurer l'excellence opérationnelle à travers une quête d'efficacité et d'efficience. Il faut aussi qu'on intègre en fait cette quête de sens. Donc ça veut dire qu'on a un changement de paradigme, hein, on n'est plus dans le faire plus avec moins, on est dans le faire mieux avec sens. Donc ça change un peu l'équation. Et on arrive aujourd'hui à ce qu'on appelle une ère de l'excellence augmentée. Pourquoi augmenter? Parce qu'on a de plus en plus de données qui nous permettent d'avoir une vision instantanée de la performance. On a de plus en plus d'outils et de technos qui nous permettent d'automatiser, de fluidifier, de connecter les organisations. Mais surtout, en fait, il y a une dimension qui reste le moteur de la transformation et de l'exécution, c'est l'humain. Et les enjeux pour les entreprises aujourd'hui, c'est de pouvoir dimensionner ces trois dimensions pour mettre la technologie au service de l'humain et que ce ne soit pas l'inverse. Et c'est vraiment l'enjeu d'excellence opérationnelle. Donc, vous allez voir que ce soir, on va quand même beaucoup se parler de l'humain,
parce que c'est l'enjeu des solutions qu'on a autour de la table. Et comment on a travaillé cette table ronde? On accompagne, nous, des entreprises autour du sujet d'excellence opérationnelle, et on a identifié 3 grands défis qui tournent autour de ce sujet. Le premier défi, c'est l'exécution des plans stratégiques, des feuilles de route sur le terrain. Le deuxième défi, et ça reste valable depuis la nuit des temps, c'est l'optimisation des coûts à travers les ressources. Et puis le troisième grand défi, c'est la fluidification des organisations. Et donc, on a identifié ces défis, on est allé chercher des solutions qui aujourd'hui accompagnent nos clients pour relever ces défis. Donc, on a 3 solutions qui nous accompagnent ce soir. Donc, Ubique, qui est une plateforme d'exécution d'excellence retail avec Jean-Charles. Timekeeper, qui permet de piloter les activités des équipes sur le terrain, donc en présence de Geoffroy. Et puis Thomas, donc, qui représente Elemate, qui est une solution qui permet de designer, cartographier et d'animer les processus métiers. Donc, ce que je vous propose, c'est que on rentre dans la présentation des solutions. Oui, c'est ça. Jean-Charles, je te laisse la main. Peut-être avant de commencer les différentes présentations, l'idée aujourd'hui, c'est que ce soit un événement interactif. N'hésitez pas à poser vos questions pendant vos présentations. Et puis après, pendant la table ronde, vous pouvez tout à fait réagir avec les intervenants. Effectivement, n'hésitez pas si vous avez des questions. On est là pour y répondre. Donc moi, je suis directeur commercial chez Ubique. J'ai rejoint Ubique il y a bientôt 6 ans et je viens du monde du retail parce que j'ai passé beaucoup de temps en grande distribution, une dizaine d'années. Donc, je comprends les problématiques du retail, les problématiques d'excellence opérationnelle et j'ai rejoint Ubique pour ça, pour justement apporter des solutions aux retailers et les aider dans leur stratégie d'excellence opérationnelle. Ubique, en quelques mots, je ne sais pas si ça s'affiche bien. Donc, nous, on est une plateforme d'excellence retail qui permet, je rejoins un petit peu ce que tu as dit, à la fois d'optimiser les coûts, ça c'est la promesse un peu historique, aussi d'harmoniser, de standardiser l'expérience client, c'est aussi un élément important, c'est pas juste regarder les coûts, mais aussi regarder les ventes, l'expérience client, améliorer la proposition de valeur qu'on fait aux clients. Mais on essaie de donner aussi du sens à travers tout ça en ayant une plateforme qui soit engageante au service des collaborateurs et que chacun y trouve ses bénéfices et y trouve du sens. Parce que l'idée, c'est pas juste de demander à des gens d'exécuter une stratégie sur le terrain. Je rappelle que dans le retail, 80% des collaborateurs sont des équipes qui travaillent en magasin. Donc, la force vive des métiers du retail, c'est des gens, des collaborateurs qui sont tous les jours au service des clients dans les magasins. Donc, il faut donner du sens à leur métier et pas juste demander d'exécuter un certain nombre de tâches. Donc, c'est ça notre ADN et c'est ça notre raison d'être. Ubique, une des idées à la base de Ubique, c'est de se dire qu'il n'y a pas de bonne stratégie si on a une mauvaise exécution. Moi, j'ai travaillé dans la direction stratégie d'un grand groupe de retail. J'ai fait des dizaines de slides magnifiques pour expliquer la mise en place d'une nouvelle stratégie, en expliquant tout était cohérent, tout était magnifique, les courbes montraient des croissances exceptionnelles. Mais après, la question qui se pose, c'est comment ça atterrit en magasin. Qu'est-ce qui ressent le client? Est-ce que quand on parle de digital, d'omnicanalité, quand on parle d'excellence opérationnelle, qu'est-ce que ça veut dire pour le client si derrière il rentre dans un magasin et que l'exécution elle n'est pas au rendez-vous. Donc c'est ça un peu la problématique de base que nous on traite avec nos clients. Donc l'idée derrière Ubique, c'est de construire une plateforme digitale, une application mobile qui soit dans les mains de tous les collaborateurs dans les magasins et qui puisse réunir un certain nombre de choses qu'ils font aujourd'hui à travers différents canaux de communication, que ce soit les emails, les outils de formation, les fichiers Excel, les Google Forms, les WhatsApp qui se baladent dans tous les sens, et réunir ça dans une seule et même plateforme qui soit moderne, intuitive et facile d'utilisation, dans laquelle ils ont des instructions claires, dans laquelle ils peuvent donner du feedback au siège, dans lesquelles ils peuvent communiquer, partager des bonnes pratiques et aussi se former. Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Et cette plateforme, elle est différente selon le profil des collaborateurs.
Quand on est un collaborateur en magasin, on n'a pas forcément accès aux mêmes tâches, aux mêmes outils, aux mêmes informations que quand on est un responsable régional ou quand on est une équipe siège. Et on va pouvoir siloter la plateforme en fonction des informations et des données qu'on veut mettre à disposition des collaborateurs. Donc c'est ça la manière dont on répond à cette problématique. Donc voilà, donc c'est une app tout en un, très orientée performance, et l'idée c'est vraiment d'impacter la performance, que ce soit l'exécution en point de vente, le respect des standards d'enseigne, de marque, ou l'optimisation des coûts, puisque en fait on réduit la partie administrative, le reporting qu'on demande quotidiennement aux équipes qui sont en magasin pour leur laisser du temps justement pour servir les clients. Et puis, on a des ROI qui sont très mesurables. Donc, tous nos projets sont accompagnés de ROI, c'est-à-dire qu'on ne déploie jamais un projet public sans qu'il y ait un ROI associé. Et c'est extrêmement important pour nous. Aujourd'hui, on est déployé de plus de 350 enseignes, marques en France, en Europe et puis dans le monde entier, qui vont de la grande distribution jusqu'au luxe, en passant par la restauration, la distribution spécialisée, la mode, etc. Donc, tous les business qui sont distribués avec des points de vente dans lesquels on accueille des clients et on sert une expérience aux clients. Je te passe la main. Juste une petite question. Oui. Sur la manière dont vous mesurez le ROI, est-ce que c'est au global sur l'enseigne sur laquelle vous êtes déployé ou vous suivez les tâches par collaborateur? Peut-être un système de coche? Comment est-ce que vous faites ça? En fait, tout ce qui est fait dans Ubique est mesurable. Donc, on peut mesurer les tâches, on peut mesurer les formations que font les collaborateurs, on peut mesurer l'engagement des collaborateurs, on peut mesurer la conformité, le scoring de tout ce qu'on demande à faire aux collaborateurs dans Ubique, le temps qu'ils passent à faire les tâches. Et donc, à partir de toutes ces données-là, on est capable de mesurer, en fonction de l'impact qui est voulu par nos clients, le ROI de tous les projets. Merci. Ça arrive, on se met en partie avec des marques. Car, en gros, je ne sais pas si on imagine dans la pharma, sur les points de vente, c'est hyper important on récupère beaucoup d'argent si on montre qu'on a des descentes de telle manière. Ouais. Et ça pourrait être intéressant de se dire, je suis implémenté pour l'enseigne, mais ces données-là, l'enseigne, elle les échange avec la marque, en fait. Et ça devient... Oui, c'est effectivement ce qu'on fait avec certains de nos clients qui, une fois qu'ils ont installé Ubique, qui s'en servent aussi de plateforme on va dire de monétisation de la donnée auprès de notamment de leurs fournisseurs. Puisque en fait, à partir du moment où les magasins sont en mesure de remonter de l'information sur la disponibilité linéaire, les ruptures, la présence des produits, etc., ça intéresse les marques. Il y a un ROI direct sur les marques, par exemple, sur le temps passé à visiter des points de vente, les frais d'équipe commerciale, etc. Donc, on travaille beaucoup là-dessus et là, effectivement, les ROI sont assez forts. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au front de la main. Très bien. Donc, TimeSkipper, donc nous, on est éditeur SaaS spécialisé dans le retail. On édite une plateforme de pilotage de la charge de travail, en fait, et qui permet aux magasins, à la fois dans l'alimentaire et dans la distribution spécialisée, de rendre utile chaque heure de travail. Donc, c'est un produit, c'est une solution managériale, parce qu'en fait, on anime tous les jours, au quotidien, le travail des équipes. Et ça, quels que soient les secteurs, en fait, des magasins et quels que soient les secteurs dans lesquels on travaille. Elle est structurée, en fait, sur la capacité à mesurer le temps de chaque tâche et chaque opération qui se passe dans tous les magasins. Donc, notre métier de base, un petit chronomètre, c'est le chronométrage. Et en fait, on passe notre temps, à partir de données qu'on capte, à mesurer, prévoir et affecter des tâches avec un temps défini pour pouvoir les réaliser. Ça, c'est le cœur de notre métier, le cœur de notre savoir-faire. À partir de je dirais, de ce savoir-faire, en fait, on a développé plusieurs types de compétences, des compétences sur le cadrage des organisations, des modèles d'organisation dans la distribution, des compétences bien spécifiques sur du chronométrage qu'on fait chez différents types de clients. Ça peut aller dans le luxe comme dans
comme dans l'alimentaire, comme dans le bricolage. Et puis, on a développé des savoir-faire de formation managériale, parce qu'en fait, l'outil est vraiment un outil d'animation au jour le jour des équipes. Voilà un petit peu le cœur de notre métier. C'est dessus. Concrètement, notre plateforme aujourd'hui, c'est un planning et un reporting. Un planning qui est utilisé tous les jours par un manager, qui est rempli de manière semi-automatique à 80%, et puis qui est complété en fonction des aléas, des besoins qu'exige le quotidien du magasin, ou la diversité des livraisons font en sorte que l'allocation, la charge de travail soit très différente d'une journée à l'autre et pour une personne à l'autre. Et notre métier, c'est de lisser cette charge de manière à ce que tout le monde soit occupé au mieux et qu'il n'y en ait pas un qui bosse comme un dingue pendant que l'autre ne fout rien à côté. Et donc, cet enjeu est extrêmement important, en fait, parce qu'en fait, en permanence, on gère de l'équité, on gère de la répartition de charges en fonction des compétences, mais aussi du taux d'occupation de chaque personne. Et notre métier en permanence est de voir cette charge comparée à la présence des gens. Donc, on est perpétuellement en situation de dire, finalement, qui a trop de travail, qui en a pas assez, et est-ce qu'il y a finalement des heures disponibles. Et notre enjeu, c'est d'aller à la chasse de ces heures disponibles, d'aller les récupérer, et puis voir si c'est structurel ou pas structurel. Si c'est conjoncturel, eh ben, il faut savoir expliquer pourquoi et puis s'en emparer parce que le temps ne se stocke pas, mais tous les gens ne s'en aperçoivent pas. Donc en fait, c'est vraiment récupérer ce temps au fur et à mesure. Et donc notre moteur, c'est le deuxième pan de l'application, c'est d'enregistrer tout ça. Et donc c'est un reporting qui permet finalement, à partir de tous ces événements-là, de prendre des décisions sur des réorganisations d'allocation de charges et à la fois pour adapter les horaires par rapport au volume de travail, mais aussi pour mieux le répartir entre chaque collaborateur, et puis de décider finalement sur quel type d'activité, de tâches j'ai besoin de réinvestir pour améliorer la tenue du magasin. Et le reste qui reste, et c'est souvent ce qui reste, parce qu'on pense aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on fait ça, on tourne dans un magasin, on s'aperçoit qu'on a entre 15 et 25-30% d'heures qui sont mal utilisées. Notre métier, c'est d'aller chercher ces heures-là et pour les réallouer là où il faut ou les économiser, tout en garantissant une équité auprès des collaborateurs. Ça, projection pour suivant ou les périodes suivantes, ou également dans la journée, quand il y a du temps qui se libère. Alors, je dirais que dans la journée, c'est le quotidien, il faut avoir de l'information qui bouge. Typiquement, aujourd'hui, avec des outils comme Captana, qui sont des outils de Vision Group, où on récupère des informations dans la journée, on est capable de dire, j'ai telle prévision de rupture dans 2 heures sur telle et telle référence. Et le sujet, c'est de dire, OK, cette information, elle est géniale, mais qui va la traiter dans le magasin? Et en fait, c'est là où on intervient, c'est que comme on connaît le taux d'occupation, qui est finalement est capable, connaissant à peu près le rayon, l'univers dans lequel on travaille, capable d'aller traiter la chose et pouvoir concrètement qu'il y ait une réalisation concrète pour que le rayon soit Une partie qui peut être dynamique dans la journée en fonction des. Tout à fait. Alors, cette dynamique, elle existe qu'à partir du moment où tu as de la mobilité. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la mobilité n'est quand même pas implantée dans toutes les enseignes. Mais bien sûr, on gère ce genre d'instantanéité. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est installé dans toutes les enseignes en France, en Belgique, pas dans toutes, mais dans quelques-unes. Et puis, contrairement à Yobic, on commence juste maintenant l'international, notamment par l'Espagne. Voilà. Merci. Une petite question. Ouais. Vous êtes interfacé avec des logiciels de type pour gérer les congés, les formations et tout ça, Ouais. ou c'est le manager qui... Non.
en fait, on récupère, on est interfacé avec globalement deux types d'acteurs principaux. Effectivement, les outils de workforce management dans lesquels on récupère finalement le nom et les horaires de travail, même si l'outil pour les petits magasins est capable de le gérer par nous-mêmes, mais on ne va pas traiter toute la suite SIRH qu'il peut y avoir dans les outils de workforce management. Donc, on récupère ces données-là et on récupère les données d'appro. Après, on peut récupérer les données de caisse, on récupère les données de commandes pour tout ce qui est commande e-commerce. On transforme tout ça en temps de préparation, en tâches, et, puis on traduit ça effectivement et on affecte après directement. Et derrière, c'est beaucoup d'algorithmie et de paramétrage où il y a déjà l'IA qui vient interpréter les données et réagir. Alors, l'IA, nous, on l'utilise depuis assez longtemps. En fait, c'est beaucoup plus de l'algorithmique prévisionnelle. Notamment, en fait, on a des savoir-faire sur ce qu'on appelle la prévision du temps de conseil à la vente. Vrai sujet, c'est chez Descartes, je me retrouve le samedi matin. Est-ce qu'il faut que j'ai une personne ou deux personnes entre 10 et 11 sur la surface pour pas être déceptif si j'arrive pour pouvoir avoir 3 conseils pour acheter la raquette pour mon fils. Et donc, on a fait beaucoup de travail pour savoir quels sont dans les nomenclatures produits qui sont susceptibles à être à conseil. On mesure cet temps de vente moyen. Et puis derrière, à partir de données, soit de sortie de caisse, le mélange de données de sortie de caisse et de flux client, on prévoit des heures de vente. Et dans l'algorithmique au cœur du produit, en fait, bon, je pense que c'est un sujet qu'on va aborder, mais on commence à faire de la proposition, mais il y a toujours un danger entre en donner trop, pas assez, responsabiliser, et il faut faire assez attention. Comme on est au cœur de sujets managériaux, pour nous, cette limite, on ne la connaît pas encore bien, finalement. Je voulais juste revenir rapidement sur la mobilité. Est-ce que justement les enseignes chez qui vous travaillez vous ont choisi ou ont choisi cet outil parce qu'elles souhaitent mettre en place de la mobilité, ou à l'inverse, la mobilité est, comme vous disiez, plutôt une limite à la bonne efficience? Alors, quand j'ai commencé il y a 15 ans à lancer mon outil, j'étais entre guillemets le premier VRP de la boîte. Je me suis dit, mais la mobilité, ça va être le cœur de notre sujet. Et puis, j'ai développé, je faisais mes présentations sur une tablette. Et puis, dans la première vidéo qu'il il y avait déjà les échanges entre le portable, etc. Et puis j'ai vite déchanté parce que finalement, il y avait très peu déjà de clients qui étaient complètement en mobilité. Et d'autre part, c'était presque les embêter de leur demander d'aller mettre en place une tablette, etc. Alors maintenant, 15 ans après, les choses changent. Et donc, un de nos partenaires principaux maintenant est Zebra, qui est le premier vendeur, grosso modo, de devices, en tout cas dans la distribution au monde. Et là, on travaille avec eux. Et là, effectivement, il y a un intérêt pour eux aussi, parce que finalement, ils ont besoin de vendre des solutions complètes, hein, et pour pouvoir faire accepter le prix qui est assez cher finalement de ces devices. Et pour nous, il y a un vrai intérêt, c'est qu'en fait, quand tout le monde, on voit tous les magasins, pour toutes les enseignes qui ont des portables, c'est absolument génial pour nous parce que, en fait, le taux de besoin et d'usage est beaucoup plus. Maintenant, on a des collaborateurs qui disent, OK, j'ai attendu mon planning, je ne l'ai pas eu, etc. Donc pour nous, plus il y a de la mobilité, mieux c'est. D'autres questions? Thomas, je te propose que... Merci. Donc moi, je viens vous parler d'Elemate. Rapidement, Thomas Robert, j'ai passé 17 ans dans les sujets de la performance organisationnelle, des process
Et puis des systèmes d'information chez Legrand et Ceva Santé Animale en France et à l'étranger, enfin, beaucoup à l'étranger puis après en France. Et donc voilà, donc Elemate, en fait, je vais, si vous me permettez, faire une petite scène, grosso modo une mise en situation qui doit parler, c'est que bah, voilà, on est la veille d'un audit qualité ou d'un atelier de conception ERP. Évidemment, on a besoin de documentation pour expliquer ce qu'on fait, donc on va chercher sa procédure et se rendre compte qu'elle n'est pas à jour. Donc après discussion, on va la rechercher, on va retrouver finalement une autre procédure dans un dossier oublié qui évidemment n'est pas à jour. Donc finalement, ce qu'on fait, c'est que bah, on s'y colle et puis on va la réécrire. Et finalement, on va produire quelque chose qui sera utilisé le lendemain, mais le surlendemain viendra terminer dans des dossiers au fin fond du drive de l'entreprise. Et donc ça, voilà, j'imagine que ça vous parle, d'autant plus que dans le secteur, les choses vont de plus en plus vite, les équipes bougent, les processus évoluent, les projets s'enchaînent. Et donc ça, bah, c'est assez compliqué, surtout que bah, en fait, c'est la passion de personne de documenter ces processus. D'autant plus que si vous vous lancez dans la quête des processus, un peu l'aventure, hein, il y en a sous toutes ses formes, il y en a partout. Donc forcément, vous passez du temps, c'est pas mal d'entretiens et pas mal d'efforts de rédaction. Et tout ça, finalement, pour produire quoi? Quelque chose qui aura une durée de vie limitée. Alors évidemment, on est tous outillés. On a pas mal d'éléments qui vont venir nous faciliter la tâche, mais c'est un peu à chaque équipe, à chaque besoin, son outil, qui font très bien leur boulot, qui sont efficaces, mais néanmoins qui ne sont pas du tout connectés les uns avec les autres. Et donc, on se retrouve au final à refaire la même chose, qui est, bah, je vais rechercher l'information, je vais la reformater, je vais la valider, je vais la synchroniser, et bah, finalement, vis repetita, je recommence en permanence. Et on se retrouve finalement dans une forme de paradoxe un peu frustrant, qui est que bah, on n'aime pas documenter, on n'a pas envie, on ne prend pas le temps de documenter, néanmoins, on n'est pas capable d'avancer si on n'a pas la documentation et l'information. Et c'est là, en fait, qu'est née l'idée d'Elemate. C'est de venir aider bah, tous ces secteurs, justement, tous nos clients à les aider dans leurs différents axes qui sont les différents besoins, puisqu'on n'y échappe pas, hein, de devoir se conformer, répondre à des exigences réglementaires, normatives, devoir former des équipes, devoir accompagner le changement, la transformation. Et donc Elemate, finalement, est venu se positionner assez naturellement pour faciliter, clarifier finalement l'information, la rendre cohérente et surtout la mettre à disposition des métiers, la rendre réutilisable. Et ça se fait de manière assez simple, à la fois dans la captation de la connaissance existante, avec ou sans IA, dans l'automatisation pour tout ce qui est mise en forme et rédaction de ces informations, dans évidemment la centralisation, donc aussi l'harmonisation de toutes ces informations, et donc l'exploitation derrière. Et évidemment, derrière, c'est un outil qui va aider à gérer ces processus et à les structurer. Concrètement, nos clients, comment ils utilisent ça aujourd'hui? On va retrouver, et donc là j'ai mis différents types d'entreprises que vous connaissez ou pas, mais on a de la petite entreprise et de la très grosse, et sur des sujets qui sont aussi variés que organiser l'entreprise, communiquer sur les attentes et les missions des différents services et des différentes personnes, sur mettre en place un système de management de la qualité, rentrer en tout cas dans la démarche, répondre et préparer des audits, que ce soit des audits de certification ou des audits clients, c'est identifier des points d'achoppement, les impacts de transformation qu'on va mettre en place, notamment ici dans le cadre de mise en place d'un TMS, et d'être capable d'anticiper justement l'accompagnement qu'on devra faire auprès des collaborateurs. Et donc voilà, finalement, Elemate, la promesse est assez simple, hein, c'est de proposer de faire enfin de cette information quelque chose d'exploitable, de pouvoir capitaliser et finalement d'arrêter de recommencer à zéro à chaque fois qu'on en a besoin et d'être plutôt dans l'action et l'exploitation de toutes ces informations-là. Donc voilà, donc nous, notre promesse avec finalement, avec tout ça, peut-être que les clients chercheront à avoir plus de certifications ou à changer de RP plus souvent, vu que ce sera nettement plus simple. Voilà, voilà. Thomas, est-ce que vous avez des questions? Et qu'est-ce qui fait finalement que réussite, c'est plutôt une volonté d'amélioration continue ou c'est plutôt des gros projets où il faut remettre en question les process et on se dit, bah, quitte à le faire, il faut une analyse avant-après
Dans le début de la phrase, qu'est-ce qui fait que... C'est quoi Ah le oui. déclencheur chez vos clients? Il y en a pas mal, en fait. C'est vrai que c'est souvent un besoin de changement. Là, on parlait je montrais Rock, typiquement. Eux, ça a été l'arrivée d'un nouveau dirigeant qui avait une approche très organisation, processus, qui a dit, écoutez, on va déjà faire un petit point sur comment c'est organisé. De fil en aiguille, en fait, en remplissant son information sur l'organisation, les processus, qui fait quoi, de manière assez macro, ils sont passés sur, on a un audit, on a une certif qui arrive, donc on va détailler là-dedans, et on va non seulement appuyer sur un bouton puis vous donner toute la doc, mais le moment où l'auditeur arrive, on va leur présenter la démarche et montrer qu'on est vraiment impliqué là-dedans. Et puis, de fil en aiguille, on est passé sur, oui, mais en fait, on va changer de RP. On a tout documenté. Et il y en a d'autres qui vont rentrer parce que on est en train de digitaliser, je pense à un autre acteur là, du BTP, on va digitaliser la partie RH, on est en train de mettre en place le SIRH, etc. Donc, on a ce besoin de digitalisation qui fait qu'on rentre là-dedans, quoi. Donc, c'est vraiment... On a designé, enfin on en reparlera plus tard, mais on a designé un outil qui doit d'abord aider l'utilisateur, l'individu, dans sa petite mission, aussi petite soit-elle, c'est tiens, je dois faire une procédure, et qui est capable de grandir et d'aider un projet, d'aider un service, d'aider une entreprise en assurant la cohérence de l'ensemble. Donc l'idée, c'est que voilà, ce soit le réflexe au lieu d'avoir Excel, PowerPoint, etc. C'est dire, en fait, je mets ça dans Elemate, et puis quand j'en ai besoin, je peux l'exploiter. Voilà. C'est un outil qui conviendrait aussi dans le cadre d'une société qui se monte pour la structuration, pas que la transformation de grands groupes existants, mais... Elemate, par exemple. Non, mais concrètement, oui. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'être capable, je disais, d'accompagner l'utilisateur comme l'organisation, mais aussi d'avoir une approche où je suis capable d'aller dans l'ultra détail ou dans le macro et de poser les premiers jalons et de venir l'enrichir au fur et à mesure. L'intérêt, c'est que tout est connecté, tout est cohérent ensemble, et donc je mets l'information comme je l'ai au moment où je l'ai. Donc si mon approche est très macro, les grandes activités, le niveau de maturité, je suis capable de le faire. Le frein par rapport à ça, c'est plutôt la maturité des gens qui veulent aborder les sujets. Et donc c'est ce qu'ils ont envie de s'organiser, ce qu'ils savent comment poser les informations, etc. Et donc là, c'est un sujet après au niveau applicatif qui est plus dans l'UX et l'UI. Comment finalement on vulgarise des sujets et on remet cette connaissance dans le collectif, quoi. Il y avait une autre question, ouais. Et du coup, ça veut dire que les informations et les documents qu'on dépose sur votre plateforme, est-ce que c'est modifié directement dans la plateforme ou est-ce qu'il y a toujours besoin de télécharger le fichier, de le modifier? Et en fait, derrière, il y a rien qui nous empêche de continuer à fonctionner dans un mode de je modifie le fichier, je l'envoie par mail à quelqu'un et le fichier, en fait, dans Elemate, il est marqué à jour. Il n'est plus à jour en réalité. Comment on arrive à contrôler ça? Alors, on a essayé de faire un outil du 21e siècle quand même. En fait, on ne traite pas de documents. Nous, ce qu'on gère, c'est de l'information qui, à un moment, va prendre une forme. Et cette forme, ça peut être un diagramme de flux, un RACI ou une procédure que je vais sortir à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on a toujours une information à jour et au moment où j'ai besoin de la formaliser pour la partager, soit je vais la partager dans l'outil, soit je vais la sortir et effectivement, à partir du moment où elle est sortie, elle n'est plus cohérente avec ce qu'il y a dans l'outil. Enfin, c'est un snapshot finalement de ce qu'il y avait dans l'outil à ce moment-là. Mais oui, effectivement, nos utilisateurs ne vont pas utiliser Elemate pour produire un document et maintenir ce document en dehors. Elemate sert à gérer cette information et à la formater à un moment donné quand on a besoin. Il y a le versionning de ces évolutions, sur un processus qui a été validé à une date, en 3, il est revu en 2025. Est-ce que le versionning la version 2025? Oui, alors on suit tout ça. La version aujourd'hui, le versionning est assez simple et on travaille justement avec quelques-uns de nos clients qui ont besoin de trucs plus avancés. Mais clairement, le digital, de toute façon, nous permet de gérer différentes versions à un moment donné, puis d'en activer qu'une seule et de garder la traçabilité de ce qu'on a fait. D'autres questions? Alors, moi, j'aimerais juste tirer le fil de la question de Sophie, mais d'une manière un peu plus globale. Quand les entreprises vous sollicitent, en fait, elles savent que la nature de l'enjeu qu'elles ont. Par contre, dans quelle mesure elles prennent conscience de l'ampleur du problème? Et dans quelle mesure votre solution permet en fait de définir le degré de maturité opérationnelle que ces entreprises elles ont? Alors, je pense notamment à toi, Geoffroy, parce que j'imagine que quand une entreprise te démarche, elles savent qu'elles ont des enjeux, soit de planification ou de productivité. Et dans quelle mesure elles prennent conscience finalement de la réalité quand la solution est déployée? C'est un vrai sujet, parce que on fait de temps en temps presque de l'anti-vente. On leur dit, écoutez, voilà, si vous voulez avancer dans
une amélioration du pilotage de la charge de travail. C'est un projet en soi et vous allez très très vite avoir des informations qui vont vous surprendre et qui vont remettre en question finalement le management existant les, et les, je dirais les revers ou les complications de l'organisation se verront comme le nez au milieu de la figure. Et ça va obliger à changer d'attitude dans la manière de gérer après et de manager les équipes. Et c'est le point, d'ailleurs, c'est notre plus grande difficulté aujourd'hui. C'est vraiment ça, c'est de montrer un produit qui très très vite, parce qu'en fait la charge de travail et l'affectation de la charge, elle est complètement transparente et elle est souvent mal régulée. Et puis elle est souvent pas en accord avec le volume d'heures. Et quand on se prend ça dans la tête, très très vite, il y a un état, un audit finalement qui saute aux yeux et ça remet en question les différentes équipes, les différents managers et puis tout d'un coup on se dit qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où c'est difficile parce que il faut du courage managérial, il faut se dire que les choses vont changer, il faut prendre des décisions. Et donc je dirais, c'est le cœur de notre sujet, c'est la difficulté de notre sujet, la transparence. Jean-Charles, peut-être que la nature de ta solution, la réponse est intéressante aussi. Oui, bah, alors c'est vrai que nous, chez Ubique, quand des marques ou des retailers viennent nous voir, c'est souvent ça vient d'un problème qui est évident pour la direction générale, c'est de se dire euh, je fais des plans marketing, je fais des plans stratégiques, j'initie un certain nombre de projets et quand je vais visiter les points de vente, je ne m'y retrouve pas. Donc, ça peut être par exemple, nous, il y a un DG d'une grande marque de cosmétiques qui un jour a visité un point de vente. Il avait dépensé des dizaines de millions d'euros de marketing pour le lancement d'une nouvelle gamme. Et il se retrouve dans la boutique et le produit n'est pas là, les vendeuses ne sont pas formées et l'expérience client, elle n'est pas là. Alors qu'en amont, tu as dépensé des dizaines de millions. Donc, là, l'ampleur du problème, elle est sous ses yeux d'une certaine manière. Et c'est la même chose dans la grande distribution, quand la visite de point de vente, c'est un peu le moment de révélation, d'une certaine manière, de la différence entre l'expérience qui est vécue par le client au quotidien et ce que la direction générale pense être l'expérience client, en tout cas ce qu'elle souhaiterait que l'expérience client soit. Donc en fait, cette dichotomie, elle est souvent apparente, enfin en tout cas, elle est visible pour les directions générales et c'est souvent à ce moment-là qu'ils viennent nous voir en disant comment on peut améliorer ça. Comment on peut mettre en place des flux d'information, de communication, de formation qui permettent de réduire un peu le gap entre ce que nous, on imagine et ce qui est la réalité du client quand il visite un point de vente. Et en général, ça chiffre en millions d'euros de perte de chiffre d'affaires, de perte de productivité. Et donc, quand le problème est bien chiffré, bien dimensionné, voilà, la solution est plus facile à designer derrière. Pour rebondir sur ce que dit Jean-Charles, en fait, j'ai le souvenir d'un rendez-vous que j'avais avec Julien Lagubeau, qui était à l'époque l'adjoint, enfin le DG de Naori au groupe Casino. Et en fait, donc on parlait de notre solution, et puis il me dit, mais tu sais, Geoffroy, moi, en fait, la plus grosse difficulté que j'ai dans mon métier, c'est celle-là, tu vois. On a décidé de mettre des demi-poulets, de faire cuire des demi-poulets dans tous les magasins en snacking. Et cette décision a été prise il y a, je sais pas quoi, il y a 3-4 mois. Et je n'arrive pas à faire en sorte que cette décision se déroule et que chaque magasin ait sa capacité à avoir sa demi-cuisse de poulet à midi, prête pour tout le monde. Mais ça, c'est le cœur de ma difficulté. Le cœur de mon métier, il est là-dedans. C'est pas glorieux, mais c'est ça. Donc, ça prouve que finalement, ces sujets sont le sujet opérationnel de l'exécution et la problématique majeure du retail.
que la réponse est un peu différente. Oui, nous, on a différents profils, enfin, en tout cas, différentes situations. On a des prospects, là, plutôt, où c'est le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, écoute, c'est comme c'est aujourd'hui, finalement, j'ai des armées partout et je vis avec, quoi. Donc, les discussions souvent s'arrêtent là, ou alors, justement, on passe par le biais de métiers du conseil, de personnes externes qui, elles, sont plus proches et peuvent vous dire, tiens, il y a peut-être des sujets qu'on peut aller gratter différemment. On a ceux qui vont aussi découvrir le jour où on leur parle. Ah bon, il y a des trucs comme ça qui existent. Ah, ben, on parle de l'orga, mais il faut faire tout l'orga d'un coup. Et donc là, ils se réveillent. Et puis finalement, attendez, on va revenir en arrière. Et on va d'abord réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire de tout l'orga avant de venir s'engager en quoi que ce soit comme outil ou démarche. Alors même que nous, bon, on promeut la démarche simple, le lean. Hein, tu commences simple, tu fais un petit truc, puis tu t'apprends en marchant. Et puis après, bah, c'est un peu ceux qui sont un peu plus éclairés, qui ont déjà fait le constat de, bah, nous, j'ai en tête un DSI qui me dit, non mais moi, j'ai la formation, j'ai les consultants, j'ai la RH, j'ai mes gars, mes développeurs, hein, tous des formats différents et tout. Il n'y a pas moyen que je me colle autant de documents que de personnes et de formats et d'idées. Donc, eux sont venus nous voir pour ces sujets-là. Et puis après, il y a ceux qui utilisent Element et qui, dans la démarche, parce que c'est plus visuel, en fait, ça invite à la discussion. Et donc là, on peut ouvrir la boîte de Pandore, hein, et de dire, tiens, finalement, wow, on n'avait pas vu, il faudrait peut-être s'attaquer à ça. Et donc ça, c'est un peu la démarche qu'on cherche, hein, qui est cette démarche de partage, de curiosité. Le sujet derrière, c'est OK, par où on commence, comment on cadre, hein, parce que rapidement, en fait, dès que vous rentrez dans les process, vous pouvez faire très macro, mais aussi très détaillé. Et donc, c'est comment vous cadrez vos démarches et vos sujets. Pardon. Donc, ça a un côté éducatif, éclairant et de transparence, mais après, il faut savoir le manager, quoi. Donc, on revient de toute façon dans l'humain, comment j'en parle, comment je le gère et comment je le communique, quoi. Je ne sais plus qui posait la question tout à l'heure à toi, Geoffroy, sur où étaient tes sources de données. On sait que dans les entreprises, on a de plus en plus de solutions et d'IT qui peuvent être des empilements et une couche de millefeuilles d'IT. Comment vous vous assurez que votre solution, elle vit bien dans l'écosystème IT de vos clients? Et je me tourne vers toi, Jean-Charles, parce que je pense que tu as une source de données qui est beaucoup plus large que l'ensemble des autres solutions. Comment tu t'assures que tout ça s'intègre bien dans l'écosystème? C'est une bonne question. Souvent, ça peut être une difficulté, mais grosso modo, nous, quand on lance un projet, le prérequis pour que ça fonctionne, c'est d'être connecté à la base de données utilisateur, donc globalement le SIRH en général, et puis la base de données magasin, pour avoir une base de magasin qui soit propre dans la plateforme. Et donc, bon, on a des connecteurs, enfin, toute la plateforme est APIisée, donc on a des connecteurs API. On peut aussi faire des intégrations plus basiques. On est assez agile là-dessus. Mais ça, finalement, c'est relativement facile à mettre en place. Et après, on crée nos clients créent leurs propres données dans Ubique, créent leurs campagnes, leurs missions, ça crée de la data, ça crée des tableaux de bord, de pilotage, etc. Donc ça, c'est le niveau 1, on va dire, de l'utilisation. Donc ça demande finalement des flux d'intégration qui sont relativement simples à mettre en place. Et ensuite, quand on va plus loin avec nos clients, bien entendu, on va se servir de Ubique, on va plugger Ubique à l'écosystème IT du client. Donc ça va être un outil de BI, par exemple, ça va être le CRM, ça va être le RP. Et on va aller beaucoup plus loin dans les tâches qu'on va pouvoir automatiser, c'est-à-dire déclencher des tâches à partir de triggers externes. Par exemple, j'ai les ventes d'un magasin qui baissent, je vais déclencher une tâche, un autocontrôle, par exemple, dans le magasin. C'est un exemple parmi plein d'autres. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et puis le troisième niveau, et nous, sur lequel on a une grosse roadmap en 2026, c'est vraiment c'est notre roadmap d'IA. Donc là, on va carrément récupérer les données de vente, les données de stock, les données de CRM, et on va un cran plus loin dans ce qu'on appelle, nous, notre moteur de tâches et d'exécution opérationnelle, c'est-à-dire que on va proposer des tâches au magasin en fonction de données externes qui proviennent. Alors en général, aujourd'hui, nos clients ont un niveau de maturité qui est quand même assez bon sur l'organisation de la data. On commence à avoir des data warehouse, des data lakes qui sont relativement bien faits, donc les connexions se font plutôt bien. Et ça permet d'exploiter cette donnée pour proposer des tâches à des magasins qui sont en sous-performance par rapport à des catégories, des familles, des sous-familles.
auquel on va aussi coupler des analyses sur les données de conformité dans Ubique. Donc, ça va pouvoir d'être très précis dans les recommandations pour dire à tel magasin ou à telle boutique, il y a cette sous-famille de produits sur laquelle tu es en sous-performance, tu as probablement du chiffre d'affaires à aller chercher. Par ailleurs, tes données de conformité dans Ubique montrent que tu ne fais pas les choses sur ce qu'on te demande en termes de standards opérationnels. Donc, quels sont les leviers que tu vas mettre en place pour aller chercher de la performance? Donc, c'est en fait de cet écosystème, de cette intégration avec l'écosystème de nos clients, découle toute une série de recommandations et vraiment d'amélioration continue sur les tâches du quotidien. Geoffroy, tu avais répondu à la question. Non, nous en fait, l'intégration, elle est assez facile parce que l'essentiel des données, en fait, on les reçoit. Donc, redonner une information pour rentrer, c'est déjà plus compliqué. Donc, je dirais que l'enjeu, il est assez facile à partir du moment où on récupère les données. Difficulté, c'est de récupérer les données. Moi, je trouve pas que c'est facile à récupérer avec nos clients. Pas de ton avis, hein. Mais et puis souvent les données sont pas forcément toujours de qualité. Il y a beaucoup d'erreurs. Voilà, une autre difficulté, elle est plutôt là. Avoir de bonnes données, s'assurer qu'elles sont fiables. Une fois que tout ça est cadré, je dirais l'API évolue, enfin l'interface évolue, mais le cadrage n'est pas toujours très facile. Nous, on n'a pas vraiment d'intégration, puisque la donnée qu'on regarde, elle est très digitalisée, enfin souvent digitalisée, mais finalement peu connectée et donc intégrable. Un document Word, ce qu'il y a dedans, ça change à chaque document, quoi. Après, on n'en a pas besoin, en fait. C'est ça qui est bien, c'est nous, on est capable d'arriver et dire, bon, je commence à l'utiliser, au bout d'un quart d'heure, j'ai mon premier ROI. Ce qui va être intéressant, justement, au fur et à mesure, voilà, avec Elemate évolue, c'est justement de se connecter à certains types de données. Alors, dans les drives, l'IA, on en parlera, va être une manière, justement, d'interpréter de l'information qui n'est pas du tout structurée. Et au niveau des outils qu'on utilise plutôt de management, WMS, ERP, TMS, enfin tous ces CRM, etc. C'est plutôt d'aller lire l'information structurée qu'il y a là-dedans et qui en fait touche à tout ce qui est processus et d'être capable de la remettre dans un outil comme Elemate où on la rend visuelle et compréhensible des métiers qui vont l'exploiter. Mais ça, c'est plus loin sur la roadmap. Aujourd'hui, on est capable en fait, d'apporter une vraie différence déjà, parce que finalement, on aide à centraliser l'information là où elle n'est pas aujourd'hui, à donner de la cohérence à tout ça, et faire en sorte que finalement les métiers aient envie à un moment donné de mettre à jour de l'information quelque part et que ça se capitalise pour l'entreprise. Donc le sujet de l'intégration n'en est pas encore un. Vous n'avez pas des cas d'usage possibles sur les intégrations avec des GED dans le système de qualité? J'imagine que l'équipe qualité qui court après les métiers sur la mise à jour de processus, et comme il faut dire ce qu'on dit et dire ce qu'on a écrit, il y a toujours un sujet de remise à jour pour être compliant pour les audits ISO, notamment, et puis encore plus dans la pharma, là, du coup, ça devient bénéfique. Vous n'avez pas envie de rentrer sur cet univers-là? Oui et non. Je sors de la pharma, ça me va. Les GED, en fait, notre approche, elle est assez simple. Moi, ce qui m'a frustré dans toute ma vie de change manager, on va dire, c'est qu'il fallait faire du Big Bang, il fallait aborder tous les sujets d'un coup, et puis on voulait aborder un sujet, puis finalement, il fallait en taper 52 autres avant de pouvoir faire le nôtre, parce que tout était lié. Avec Elemate, l'approche, elle est assez simple. Elle est de dire, attends, si tu as besoin d'une GED, parce que la qualité, vous gérez une GED, qu'est-ce qui te dit que tu ne peux pas simplifier le boulot pour aboutir à ton document? Et après, tu le mets dans ta GED. Et donc, encore une fois, ce qu'on promeut, c'est une approche incrémentale et qui fait que commence à utiliser Elemate. Et puis, si les métiers utilisent Elemate pour décrire ce qu'ils font, comment ils le font, et à un moment, appuyer sur un bouton qui dit « Tiens, qualité, j'ai fait la procédure comme tu la voulais parce que c'est ce format-là, etc. » La qualité, elle aura tout gagné. C'est-à-dire qu'elle aura réussi enfin à faire en sorte, et je ne connais pas beaucoup de boîtes qui le font, que les métiers
fassent leur documentation. Hein, c'est bien pour ça qu'on a aussi, c'est une bonne partie du boulot des fonctions, on va dire, excellence opérationnelle et qualité. Donc, elle aura au moins gagné ça, l'engagement des métiers sur la mise à jour de son information, le traitement de son information. Et puis, écoute, s'ils ont une gel et qu'ils veulent la garder, ils peuvent toujours la garder, quoi. Mais au moins tout le boulot de mise en forme, qui finalement est celui qui nous freine tous. Hein. Dès qu'on parle process, on s'endort, ou en tout cas on fait fuir la moitié de la salle, parce que c'est associé à la lourdeur de la gestion, de la production. Nous, on s'attaque à ça. Tu parlais de l'IA là tout à l'heure. Globalement, toutes vos solutions sont basées sur de l'IA, à plus ou moins grande échelle. Comment vous vous assurez d'un juste équilibre entre de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle? Tu semblais dire, Geoffroy, tout à l'heure, que vous étiez encore en train de chercher l'équilibre. Oui, parce que, en fait, donc dans notre métier, tous les jours, on prépare finalement des plannings en fonction des compétences, des volumes, des objectifs des magasins, du niveau d'exigence du magasin, etc. Et puis, le paramétrage fait que il peut, bon, le manager se reconnaît quand le planning est normal, et puis il suffit qu'il y ait un abonnement, quelqu'un qui ne soit pas là, un absent, un retard de camion, je sais pas quoi, et très très vite on peut rejouer une optimisation théorique parce que ça a pris en compte cet événement, et compte tenu de ce qui a été déjà fait, je vais réallouer cette charge. Là, il y a des dangers qui se font parce que on peut très bien remettre un certain nombre de familles sur une personne qui peut avoir un problème de dos ou quoi que ce soit, et puis on lui dit tu vas les mettre en rayon, je sais pas quoi, des bouteilles, et c'est pas recommandé. Donc il y a ce type de danger qui peut y avoir. Et d'autre part, l'événement il n'intègre pas les éléments humains de l'animation de l'équipe. Donc c'est compliqué d'automatiser un planning. Alors ce sur quoi on avance, c'est de se dire finalement, tu avais fait ce planning et il y aurait eu un planning idéal qui aurait pu être ça. Et donc c'est plutôt de la pédagogie plutôt que de l'automatisation. Vous agissez avec des recommandations, en fait. Oui, alors on peut faire de la reco, et puis surtout après, on se dit, parce que la reco, elle est compliquée quand elle est automatique, parce que, en fait, sur le cas, tu vois, de la personne qui est absente et qui doit récupérer, je sais pas quoi, la mise en rayon, je te donne un exemple de bouteilles, enfin, de tout ce qui est BSA et vin, elle peut ne pas être capable de pouvoir le faire, de savoir le faire, etc. Et donc, et toutes ces informations ne sont pas toujours intégrées. Et puis, comme il y a des gens qui partent tous les 15 jours, c'est impossible à gérer. Donc, en fait, il y a... Pardon? S'il y avait une possibilité d'arriver à le maintenir dans le temps, ça pourrait marcher, mais ce qu'on est en train de se dire, c'est que c'est tellement difficile avec les aléas et les entrées-sorties de personnes qu'on ne peut pas garantir d'avoir un référentiel, on va dire. Oui, puis il suffit d'une journée, et quelqu'un peut être malade. Enfin, on est dans l'humain, c'est au quotidien dans l'humain. Et en fait, on n'a jamais osé, pour le moment, à le faire automatiquement, en tout cas. Et donc, puis dans l'outil, on a des blocs de temps qu'on alloue à la main aux personnes. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une partie du planning qui est automatisé en fonction, et puis après, tu as, et en fonction justement des plages libres ou de la répartition, tu peux répartir à la main. Tu peux aussi, si tu veux faire de ce qu'on appelle du co-management, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux te dire, voilà, cette semaine, on doit faire, alors c'est là où on rejoint un peu, entre guillemets, mais nous, c'est le temps, je dois aller ranger ma réserve, et il faut que cette réserve soit balayée, rangée dans la semaine. Et puis, chaque personne en mobilité a son PDA sur elle, et puis il voit, et si
s'il est capable de le faire, on va le faire. Donc, il l'intègre ou il ne l'intègre pas. Et puis, si c'est intégré, tout le monde voit que ça a été intégré ou pas. Et à l'inverse, le jour où il est un peu débordé parce que, je sais pas quoi, il y a eu du retard dans le camion, il dit, bon, bah, cette tâche-là, j'ai besoin d'aide. Et tout le monde reçoit une alerte pour dire, tiens, oui, bah, moi, je peux te consacrer une demi-heure, trois quarts d'heure pour aller faire cette tâche et je te l'apprends. Et tout le monde voit que quelqu'un l'a pris. Donc, il y a la co-animation qui peut se faire comme ça. Voilà. Alors, sur l'IA, bon, c'est un vaste sujet, hein, c'est compliqué de le traiter en 5 minutes. Déjà, nous, on a plutôt comme posture de ne pas opposer intelligence artificielle à intelligence humaine, par principe et par conviction. On pense que l'IA, elle est au service des opérations, des activités, et c'est important aussi vis-à-vis de nous, nos clients. Tout le monde a peur d'être remplacé par une IA, donc on ne va pas arriver en disant on va remplacer tout le monde et on va mettre de l'IA à la place, ça serait contre-productif. Et c'est aussi notre conviction. Donc, nous, on a beaucoup d'IA dans la plateforme, on a beaucoup de cas d'usage qui fonctionnent avec de l'IA sous différentes formes. Et il n'y a jamais d'opposition entre intelligence humaine et intelligence artificielle. Et juste pour donner deux exemples, par exemple, nous, on a intégré un chatbot dans Yubic qui permet à n'importe quel collaborateur dans un magasin de poser une question et d'avoir une réponse en direct. Globalement, ça remplace quoi? Ça remplace le fait d'aller chercher une réponse dans de la documentation où il faut cliquer 15 fois dans les dossiers pour trouver une réponse. Ça remplace le fait d'appeler un collègue pour avoir une... Donc, globalement, c'est du gain de temps. Donc, c'est évident pour n'importe quel utilisateur que dans ce type de cas d'usage, c'est un gain de temps, c'est du confort. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Et après, la deuxième manière de traiter, à mon avis, ce problème, c'est en tout cas, ce paradoxe qui peut apparaître, c'est de ne pas positionner l'IA comme quelque chose qui va remplacer la décision, mais plutôt qui va aider à la décision. Donc, c'est utiliser le mot de recommandation, je pense que c'est vraiment ça qui est important. Nous, on a lancé un outil qu'on appelle le Store Copilot. Si vous utilisez Copilot sur Microsoft, c'est un peu cette idée, c'est d'avoir des recommandations pour les magasins qui s'appuient sur de l'IA. Mais ça reste des recommandations, c'est-à-dire que nous, on va les responsables les directeurs de magasins, les chefs de secteur, les responsables de boutique, c'est pas des analystes du MIT, donc ils ont besoin d'avoir des choses simples, ils ont besoin qu'on leur prémâche le travail, et ils peuvent pas passer des heures à analyser des tableaux de bord dans tous les sens. Donc, à partir du moment où on est capable d'utiliser l'IA pour pousser des recommandations, pousser des analyses, et ensuite laisser la main aux opérationnels pour prendre des décisions sur la base de ces recommandations, ça fonctionne bien. Donc, voilà, il faut le positionner de manière intelligente et pas que ça vienne remplacer l'humain, comme tu as dit. Si on reste sur le sujet de l'humain, l'ensemble de vos solutions change quand même les habitudes métiers, plus ou moins profondément. Comment vous réussissez à embarquer les collaborateurs et surtout, en fait, comment vous arrivez à gérer les réticences? Qui veut prendre la parole là-dessus? Je veux bien. En fait, on a fait il y a un an une grosse enquête avec Je bosse en grande distribution sur justement la capacité, comment les managers passaient leur temps, combien de temps ils dédiaient à piloter leur équipe, etc. Et, cette enquête qui a été faite auprès un peu plus de 1000 collaborateurs avec plein d'enseignes différentes, montrait que 80% finalement des managers dans la distribution trouvaient qu'ils faisaient mal leur travail, passaient pas assez de temps consacraient pas assez de temps à manager. Et le deuxième point, c'est que 87% de ces gens, de ces managers, passaient pas assez de temps à organiser le travail des équipes. Donc structurellement, ils sont pris dans des quotidiens, dans du quotidien, la capacité à prendre de la hauteur et consacrer du temps à orchestrer finalement qui fait quoi de manière
de manière quotidienne et de manière optimum, c'est pas complètement dans la nature des gens, et ils sont débordés. Enfin, ils sont peut-être débordés parce qu'ils ne le font pas assez, mais voilà. Donc, c'est le terrain sur lequel on travaille. Donc, l'enjeu dans ce cas-là, c'est ce que je disais un petit peu en introduction, c'est de dire que quand on rentre, alors je vais plutôt parler des indépendants parce que la notion de change management dans les groupes est un peu différente, mais chez un indépendant qui lui décide de se dire, ça fait 10 ans qu'il travaille avec ses managers, son directeur de magasin, et puis il va falloir qu'ils lui disent, écoute, non, maintenant, bah ouais, on a des informations, il va peut-être falloir que tu soulèves un peu la couverture et voir ce qui se passe et prendre des décisions. Et ces décisions-là, ça va changer le qui fait quoi, ça va changer quand est-ce que tu vas le faire, ça va t'obliger à aller peut-être changer des horaires, demander à tes équipes de changer des horaires, et puis ça va aussi peut-être changer tes méthodes de travail parce que tu vas faire ceci avant de faire cela, et voilà. Et puis tu vas peut-être même dire à tes équipes qu'elles vont aller aider l'équipe du voisin tel jour et tel jour. Et donc, ce changement intervient dans un rond à partir d'un outil qui leur dit, mais attends, mais pour qui ils se prennent ces gens-là avec ces informations et pourquoi je vais le faire? Donc ça, c'est le premier frein. Et donc l'accompagnement, c'est de dire, mais finalement la transparence est comme ça, c'est je vais vous aider à faire mieux votre travail. C'est pas l'outil qui va décider à la place de la personne, ça va vous permettre d'animer de manière plus objective votre travail, ça va donner au plus d'informations à vos équipes, ça va élargir le champ de compétences, un, de vos savoir-faire managériaux, et deux, celui de vos équipes aussi. Et voilà, et donc cette capacité à transmettre ce message avant d'arriver est très important. Et enfin, nous, prestataires, on est obligés de s'accrocher à une volonté managériale qui part de l'adhérent, qui est introduit et qui est relayée par le manager, le directeur de magasin, et qui ensuite se transmet jusqu'à tous les managers. C'est extrêmement important. Sinon, ça ne marche pas. Thomas, je serais intéressée d'avoir ta réponse, que toi, tu demandes carrément à des métiers de cartographier leur organisation, alors que normalement, c'est dédié sur certains métiers. Donc, comment vous arrivez à embarquer ces métiers-là? J'ai envie de dire que c'est simple et c'est pas simple. C'est simple pour deux raisons. La première, c'est que nous, notre promesse, elle est de dire, je vais m'adapter à toi, utilisateur. Si tu parles en CIPOC, eh ben, tu parleras en CIPOC dans Elemate. Mais si Greg, lui, fait du diagramme de flux, il appuiera sur un bouton, il verra ce que tu as fait dans un langage que lui comprend. Et en fait, depuis des décennies, on a pas mal standardisé les approches pour décrire les organisations, les processus, les métiers, les analyser, etc. Donc nous, c'est ce qu'on fait, c'est de mettre à disposition de l'utilisateur d'abord un langage qu'il comprend tout de suite. La deuxième chose, c'est on s'appuie vraiment sur les codes du B2C, il a des habitudes, faire du drag and drop, de cliquer, double-cliquer, etc. Donc c'est de s'inspirer de ça pour lui dire, en fait, finalement, si tu utilises Excel au quotidien, nous, on va te mettre un mode Excel dans Elemate qui fait que tu navigues facilement et puis tu navigues dans tes informations et tu les mets à jour facilement. En fait, c'est de s'inspirer des bonnes pratiques qui ont été faites à droite à gauche, à la fois dans la modélisation, mais aussi dans l'utilisation, pour que pour l'utilisateur, ce soit le plus simple possible. Alors évidemment, c'est pas simple parce que simplifier, proposer tout ça de notre part aux utilisateurs, le boulot est sur nous, et donc c'est bien ce qu'on fait chez Elemate, c'est d'essayer de simplifier sans arrêt ça et de proposer à nos utilisateurs finalement un minimum de friction pour arriver dans Elemate et utiliser Elemate. La deuxième chose, c'est la curiosité. C'est-à-dire que, encore une fois, le fait de visualiser, d'être capable de répondre du tac au tac à des questions, et si on allait plus loin dans le détail ou si on regardait différemment, en fait, on le voit, et j'ai en tête une responsable d'excellence opérationnelle qui maintenant, quand elle va voir les métiers, visualisant leur information d'une manière différente, il y a cette curiosité de « Ah, tiens, c'est pas mal ton truc, etc. » Et donc, on peut aller plus loin, est-ce qu'on peut décrire un peu plus? Et en fait, c'est pas de la gamification, mais finalement, pour que les gens viennent dedans, c'est qu'ils aient un intérêt, soit cette curiosité ou
où c'est un vrai outil d'analyse, ou de dire, tiens, j'aime pas, là c'est rouge parce que c'est pas rempli, je vais le remplir, etc. Donc c'est un peu sur ça qu'on va jouer pour minimiser un maximum ce frottement, parce que finalement, dans tout ce qui est transformation, au-delà de la technicité, le change management, c'est vraiment la partie la plus lourde, quoi, hein. Et combien de fois, dans les grands groupes, en tout cas, on nous a dit tu utiliseras cet outil, il est bien pour l'entreprise. Et au niveau utilisateur, c'est pas ouf. Et inversement, les entreprises se retrouvent avec pléthore d'outils parce que les utilisateurs ont trouvé quelque chose qui leur correspondait, mais c'est ingérable au niveau SI, quoi. Donc, voilà. Nous, on essaie de plaire à tout le monde et en s'inspirant de tout ce qui se fait bien un peu partout, quoi. Jean-Charles, Ouais, je rejoins ce qui a été dit. Ça reste des sujets de change management et de transformation au final, hein. C'est pas spécifique à des outils technologiques. Je pense que les métiers du retail, c'est des métiers qui sont assez conservateurs. Moi, j'ai travaillé en grande distribution. Un directeur régional qui a été chef de rayon, directeur de magasin, ça fait 20 ans qu'il travaille dans la même entreprise, il a ses habitudes, il a ses réflexes, et quand on arrive avec un nouveau process, un nouvel outil, au même titre qu'un changement de rôle, ça peut générer des freins au départ. Donc il y a des leviers qui vont plus être des leviers de projet, donc c'est-à-dire bien cadrer le projet au départ, bien définir des bénéfices pour pas seulement le siège, mais des bénéfices pour les utilisateurs aussi finaux. Ça, c'est important, c'est bien comprendre quels sont les intérêts et qu'est-ce qu'on va en tirer, qu'on soit au siège, en magasin, en région, etc. Donc ça, c'est important. Je rejoins ce que tu as dit sur la modernité des outils aussi. Nous, on a un outil où on est vraiment très orienté UX. On a fait en sorte de développer une application qui soit aussi facile à utiliser que Instagram, LinkedIn, etc. Donc, la transition, elle est relativement facile. Les gens adoptent l'outil assez facilement. Et puis après, il y a des leviers assez classiques. Il faut identifier des ambassadeurs, il faut avoir des alliés, et c'est comme ça qu'on porte la transformation. Nous, on a des projets qui se font hyper rapidement, d'autres projets qui prennent plus de temps parce qu'il y a ces réticences, il y a un peu ces adhérences au démarrage, et c'est normal. C'est le lot de n'importe quel projet de transformation dans n'importe quelle entreprise. Et voilà, nous, on a le souhait, en tout cas, d'accélérer le time to market de la transformation grâce à des outils comme le nôtre. Sur les vrais fonctionnels qu'on intègre dans un public, commencer par des éléments qui sont traités en local. Oui, alors c'est vrai que nous, on a une démarche assez 360 aussi sur ces sujets, parce que bon, aujourd'hui, le thème de la table ronde, c'est l'excellence opérationnelle. Donc, on a beaucoup parlé d'exécution de tâches. Nous, on a intégré aussi dans notre plateforme tout un module de communication. Donc, on a des clients qui nous utilisent comme leur intranet, comme leur réseau social interne, et on a tout un module de formation où il y a des clients qui nous utilisent comme leur outil de formation. Et en fait, les dimensions sont importantes parce que quand tu les agences de la bonne manière, en fait, ce qui est important, c'est avant de demander à des gens de changer leur manière de travailler, il faut donner du sens, il faut communiquer, ensuite il faut les former, et ensuite tu peux leur demander de changer leur manière de travailler. Et donc ça, c'est ce qu'on arrive, nous, à faire assez facilement dans notre plateforme, c'est de communiquer, vraiment d'engager les équipes, donner du sens à tous ces changements, ces transformations, etc. On insiste beaucoup sur la partie formation avec du micro-learning, donc, qui est beaucoup plus facilement utilisable par les équipes sur le terrain. C'est compliqué de former 50 000 collaborateurs en 3 mois, mais avec un outil bien pensé, c'est possible. Et puis après, effectivement, on passe à la phase d'exécution. Mais donc, le fait d'avoir agencé ça de la bonne manière, ça facilite le changement. Je dirais que tu as aussi en fait, finalement, tu as deux sujets. Tu as l'adoption de l'outil. Et donc là, s'inspirer des codes. Enfin, je veux dire, j'imagine que si je suis habitué à utiliser LinkedIn ou WhatsApp, je retrouve les mêmes réflexes finalement dans l'expérience que je vais avoir sur ton application. Et j'ai l'adoption finalement du process. Problème pour vous, pas pour moi, je veux dire, parce que nous, en fait, le process, c'est eux qui se le font, ils sont habitués à utiliser Excel, ils sont dans Excel, ils ne changent pas leur habitude finalement, et on essaie de minimiser le changement d'habitude sur l'usage de l'outil. Quand on est sur des outils plus opérationnels, on va dire, on a un problème, c'est que souvent ces projets-là sont l'occasion de changer les manières de faire.
idéalement, on avait déjà communiqué dessus, mais on fait le changement d'habitude avant de process, en tout cas pour standardiser, l'améliorer et tout, et après, idéalement, on fait un changement d'outil, et qui est beaucoup plus léger. La réalité, c'est pas du tout ça, quoi. On change à la fois les habitudes et l'outil, et donc quand bien même l'outil est hyper sexy, hyper habituel, enfin hyper simple, en fait, on bloque sur l'acceptation des équipes à changer leur manière de faire dans le séquencement des activités et des tâches. Et donc, quand ça va bien, ça passe, et là où ça va pas, on réduit, et puis on va même démarrer à ISO, ou on va démarrer en mode dégradé pendant 6 mois, si ça vous dérange pas, vous métier. Bon, là, ça couine un peu, ça devient compliqué. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qui va catalyser toute cette frustration? C'est l'outil. Ça, c'est un peu le sujet des transfos, typiquement. Ouais. On fait une dernière question? On avait une question à distance, nous, j'en profite, c'est Marc qui est chez Water by Michelin, qui a une question pour Yubik sur la vision quelle vision tu pourrais avoir entre la complémentarité entre Yubik et du coup des systèmes de caméras déployés en linéaire, comme par exemple chez Morrison, c'est une situation sur des questions de rupture, etc. Oui, alors c'est une très bonne question. Donc il y a autour de l'excellence opérationnelle et de l'exécution opérationnelle, il y a beaucoup de technologies qui sont de plus en plus matures sur effectivement les caméras qui sont installées en rayon et qui permettent de faire un certain nombre de choses. Nous, on s'intègre sur certains projets avec ce type de données. En fait, tout type de données externes qui permettent de déclencher une tâche dans Yubik, ça fonctionne. Après, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec cette donnée, quoi. Je rejoins un peu tout à l'heure. Nous, on a eu aussi des expériences où finalement les caméras, je me rappelle d'un client qui nous disait le ROI des caméras, ça nous apprend des choses qu'on sait déjà sur les rayons, la tenue des rayons. On sait plus ou moins qu'on a des ruptures, on sait plus ou moins qu'on a de la dispo linéaire sur tel et tel produit. Donc finalement, ça ne fait que verbaliser des choses qu'on sait, ou en tout cas objectiver des choses qu'on sait. Par contre, il y a un vrai modèle de ROI sur le fait de créer de la data et ensuite de la monétiser pour potentiellement des fournisseurs. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, nous, sur des modèles comme ça, effectivement, on s'intègre et on est capable de créer, par exemple, il y a des clients avec lesquels on crée des tâches automatiquement en fonction de données qui proviennent de caméras ou des données de stock ou des données de vente. Et dès qu'il y a une anomalie qui est détectée, ça permet de déclencher une tâche dans Yubik pour aller vérifier si le produit est disponible en réserve, d'aller vérifier l'exécution d'une TG, d'une vitrine, d'une opération marketing si on voit qu'il y a un problème sur les ventes sur une période donnée, etc. Parce que tout à l'heure, on parle beaucoup du côté B2B, on va dire, de l'excellence opérationnelle avec la maîtrise des coûts, la maîtrise des effectifs, voire des allocations d'effectifs, mais est-ce que le meilleur ROI, en fait, il ne se mesure pas à l'aune de la satisfaction client? Parce que dans le retail, c'est quand même le gros point de différenciation, c'est à quel point je vais satisfaire mes clients, à quel point je vais les attirer et les conserver. Je dirais l'activité opérationnelle est facilement mesurable dessus. En fait, dans la distribution alimentaire, tu as ce qu'on appelle les irritants. Donc, la diminution des irritants se mesure et directement à ces irritants, tu as un certain nombre de tâches qui sont orchestrées et du temps qui sont consacrés pour les diminuer. Et donc, on met en parallèle finalement les heures que tu passes pour diminuer ces irritants ou toutes les technos que tu as mis en place pour diminuer ces irritants. Et ça fait partie du package des opérations magasin. C'est vraiment il faut le faire de manière efficace, mais pour le client. Donc concrètement, tu as plein de. On va peut-être pas passer des heures dessus, mais il y a plein d'exemples. Non, mais c'est une question à 100 millions d'euros. Hein. Je te rejoins complètement là-dessus. C'est beaucoup plus facile de chiffrer un ROI sur des coûts, parce que c'est plus facile d'objectiver des coûts, des réductions de coûts, de la productivité. C'est pour ça que souvent, quand dans des plans de transfert, on se concentre sur les coûts, les réductions de coûts, parce que c'est facile de le mesurer. La top line, le chiffre d'affaires, c'est plus compliqué.
Parce que est-ce que ce que tu as, enfin tu parlais des irritants, est-ce qu'en diminuant tel irritant, est-ce que c'est vraiment isoler l'impact de ça sur le chiffre d'affaires, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que c'est à la fois plus séduisant, et quand tu construis des ROI, effectivement, c'est là où tu as les impacts les plus forts. Parce que si tu augmentes, tu prends n'importe quel distributeur, tu augmentes le chiffre d'affaires de 2 ou 3%, l'impact il est beaucoup plus fort que sur un plan de réduction de coûts. Mais il est plus difficile à mesurer. C'est souvent, on s'arrache un peu les cheveux pour isoler l'impact sur le chiffre d'affaires. C'est pas impossible de le faire, hein. Il y a des méthodes pour le faire, mais c'est parfois plus compliqué ou sujet à discussion. Donc, c'est pour ça que souvent, les ROI sont plus clairs et justifiés sur de la réduction de coûts. Mais je te rejoins complètement sur le Graal, c'est toujours de montrer que tu as fait progresser le chiffre d'affaires. On se fait une question finale. On a regardé dans le rétroviseur tout à l'heure pour comprendre l'évolution de l'excellence opérationnelle. Avec l'expertise que vous avez sur le sujet, quelle est votre vision de l'excellence opérationnelle demain? Et ce sera quoi les enjeux sur l'excellence opérationnelle demain? Geoffroy, tu veux... Moi, je pense que en fait, on commence déjà à avoir des éléments avec Walmart et tout ce qu'ils ont développé, les agents qu'ils ont développés pour les managers, pour les collaborateurs. Qu'est-ce qu'on voit finalement structurellement? C'est qu'il y a beaucoup plus de données à gérer, c'est nourri par des expériences, et puis on va leur faciliter la vie dans leur organisation du travail, dans la nature des tâches qui vont arriver. Il va y avoir tout un environnement finalement d'informations qui vont être à la disposition, facilitées. Et puis, est-ce que ça va développer l'autonomie ou au contraire les enfermer finalement dans un côté un peu orwellien de tâches à faire? Je ne sais pas trop. Je pense qu'aujourd'hui, structurellement, les opérations vont être facilitées, vont être mieux prévues. On va passer à une dimension de temps qui sera très différente parce qu'on va gérer au temps réel, on va mieux prévoir et puis on va pouvoir mieux absorber les aléas. Donc, il faudra plus de flexibilité dans l'organisation. Et ces informations-là commencent déjà à tomber. Toutes les applications que vous avez chez Walmart, à la fois pour les collaborateurs et les managers, commencent à exister. On n'a pas encore de retour d'expérience dessus. Je ne sais pas comment ça va faire. Ça veut dire que surtout le bonhomme, je pense qu'on va redonner l'autonomie. Il va y avoir une notion de subsidiarité. En fait, il y a eu le mouvement de centralisation finalement pendant très très longtemps avec je dirais le fondement par exemple du chef de rayon. Il n'y a plus grand chose à faire finalement aujourd'hui parce que tout est décidé ailleurs, les prix, le référencement, etc. Et le seul levier qu'il a, c'est bien gérer finalement bien gérer les horaires. Finalement, j'exagère un peu, mais bien gérer les horaires, faire en sorte que le magasin soit propre pour pouvoir développer son chiffre d'affaires. Là, on va avoir encore plus d'informations, donc il va y avoir sans doute des propositions d'optimisation linéaire qui vont arriver de manière plus régulière. Il va falloir qu'il intègre ces propositions-là et les orchestrer de manière plus intelligente et de les prévoir dans son organisation du travail. Ça va lui redonner du pouvoir, ça va redonner du pouvoir au local et peut-être reflexibiliser, enfin, demander à ce que redonner de la chair aux opérationnels et donc des métiers qui vont s'enrichir. J'espère que ça va être comme ça, ça va être pris. Aujourd'hui, c'est un peu dur. On voit les premiers éléments, il y a les deux tendances. Moi, j'espère que le côté retour à la force du terrain, finalement, en connaître en rayon, finalement, ça va redevenir le cas, quoi. Je suis assez d'accord avec toi, hein. Je pense que ça va renvoyer vers le terrain la prise de décision, l'analyse, et leur donner plus d'espace finalement pour évoluer, sans nuire par contre, je pense, à la coordination globale. Je pense qu'aujourd'hui, en fait,
les métiers type l'excellence opérationnelle, mais finalement les shared services. Hein, l'idée, c'était de dire quoi? C'est-à-dire on a besoin d'expertise et on ne l'a pas partout. Donc on va la centraliser pour pouvoir l'exploiter et en du ROI, quoi. Et puis tout le monde ne peut pas l'utiliser, donc on va pré-mâcher le boulot pour le terrain. À partir du moment, enfin là avec l'IA, on est vraiment en train de vulgariser des savoir-faire plutôt intellectuels, on va dire, et de les remettre à disposition de tout le monde. Donc ça va mécaniquement refaire descendre tout ça sur le terrain, quoi. Et donc, bon, on va revenir sur une fonction qui sera plus dans l'analyse, parce qu'on sera capable de le faire directement sur le point de vente, enfin, sur le terrain avec nos équipes, mais plutôt une fonction qui va réfléchir à comment adopter justement tous les changements qu'on a aujourd'hui et les pousser vers les métiers et la mise en œuvre. Jean-Charles, tu veux donner le mot de la fin? En tout cas, pour répondre à ta question, non, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que l'enjeu pour les retailers, ça va être d'absorber toutes ces nouvelles technologies, mais vraiment de garder la simplicité, quoi. Probablement, les évolutions, c'est qu'il y aura peut-être moins d'analystes et plus de gens qui vont exécuter. Il faut que ce soit simple pour eux, clair, limpide. Et je pense que les gagnants seront ceux qui arriveront à voilà, avoir des modèles simples, lean, efficaces. Je pense que c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu pour moi de l'excellence opérationnelle. Merci pour votre présentation, pour vos témoignages, très intéressant. Merci. Il y a du monde en ligne, je crois, donc merci à vous. Oui. Et pour ceux qui sont présents physiquement, je crois que nous allons continuer. On peut continuer les questions autour de champagne. C'est quoi grignoter. Merci beaucoup à Céline, une fois de plus, et à nos 3 invités ce soir.